Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer. On est ensemble pour 45 minutes, 30 minutes d'échange avec mes invités et 15 minutes de questions-réponses. Je suis Corinne Delatour, journaliste. Ça me fait très plaisir de vous voir. La Banque des Territoires est un comment dire, un puits de solutions qu'il m'est toujours très agréable de connaître parce que je suis externe et que j'apprends plein de choses avec la Banque des Territoires et j'espère qu'on en apprendra encore cet après-midi avec les invités qui sont les miens. Alors je vais vous afficher leur nom et leur fonction parce que ça c'est mieux quand même. Voilà, donc j'accueille autour de moi Fabien Guissot, directeur général adjoint au développement économique du Grand Paris Aménagement, rien que ça. Benjamin Kérignat, responsable d'investissement Banque des Territoires, et Céline Lin, chef de projet de la sobriété foncière et de l'aménagement durable de la Banque des Territoires. On va parler de sobriété foncière là, cet après-midi, et notamment avec un focus sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. J'ai réussi à le dire du premier coup, vous avez vu. Avec cet exemple de Grand Paris Aménagement, grâce à Fabien qui est avec nous, on va voir comment sol et foncier peuvent s'articuler, ce qu'il reste de disponible et ce que l'on peut en faire pour préserver justement ce foncier qui a été largement utilisé, peut-être un peu trop grandement utilisé, notamment dans le Grand Paris. De quoi on parle, Céline Lins? Alors on dit Lin ou Lins? On peut dire l'ins. On peut dire Lins. Quand on évoque la sobriété foncière, donnez-nous un cadre, s'il vous plaît, Céline. Alors, quand on parle de sobriété foncière, en fait, on traduit clairement une prise de conscience de plus en plus prégnante du besoin de protéger les sols naturels qui sont un espace de vie et qui accompagnent en fait notre quotidien et qui sont essentiels à la survie de l'ensemble des êtres vivants sur Terre, y compris nous. Et donc, la question de la sobriété foncière, c'est apprendre à agir de manière plus sobre dans notre manière d'aménager le territoire et de construire en vue de préserver ces sols naturels qui nous permettent de survivre. Pourquoi ? Parce qu'ils abritent plus du quart de la biodiversité, qu'ils participent aussi à la captation du carbone et donc à nos engagements dans le cadre du changement climatique, qu'ils sont un outil absolument essentiel à la protection des inondations. C'est un filtre, un sol, quand il est naturel et préservé. Et évidemment aussi, il participe au grand cycle de l'eau pour qu'on puisse continuer à disposer d'une ressource qui devient aussi de plus en plus rare. Alors, aujourd'hui, la donne a changé en matière de gestion des sols et du foncier. Comment ça se passait avant ? Alors, en fait, avant, on tentait, c'est pas nouveau, de lutter contre l'étalement urbain. La loi Allure et d'autres avaient déjà posé des cadres pour que on évite de se focaliser sur le foncier facile, c'est-à-dire aller construire là où le sol n'est pas encore construit, parce qu'il faut dépolluer, déconstruire, réaménager. Ça coûte cher, c'est plus long, c'est plus contraignant. Et donc ces lois traitaient du sujet par le biais de l'aménagement. On avait d'autres textes qui traitaient de la question de la préservation de la biodiversité, et ça fonctionnait en silo, chacun de son côté. Ils avançaient donc en parallèle. L'idée de marier les deux, et donc d'aménager tout en préservant nos espaces de vie et cette ressource naturelle, c'est venu avec la loi climat et résilience, et donc le ZAN. Il faut aménager en tenant compte du fait qu'il faut protéger les sols. Alors, le sujet est vaste pour vous au Grand Paris Aménagement, Fabien. Faites-nous un rapide état des lieux. On peut peut-être regarder quand même une ou deux images. Non, mais parce que c'est vrai qu'on se disait que les slides, c'était pas très pratique, mais je veux bien pousser le bouton. Bon. Alors là, on est sur celui-là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour. Déjà, je voudrais remercier la Banque des Territoires pour cette invitation. Puis je suis ravi qu'on prenne la parole ensemble sur ce sujet parce que c'est un sujet ça fait quasiment 1 an et demi qu'on discute du sujet ensemble avec Benjamin, avec les équipes de la Banque des Territoires, avec Céline aussi. Et donc on a un peu progressé ensemble, appris ensemble finalement sur ce sujet des outils. On en parlera ensuite sur la sobriété foncière et comment on la pilote ou comment on la gère. Nous, Grand Paris Aménagement, on est un aménageur public rattaché à l'État, mais travaillant évidemment pour les collectivités locales en Île-de-France. On a à peu près aujourd'hui 80-90 opérations d'aménagement un peu partout en Île-de-France, de toute nature, de toutes sortes, dans tous les départements,
de toute superficie. Donc on est concerné, j'allais dire, un peu partout en Île-de-France par ces sujets-là. Et il y a déjà précisément 1 an et demi, 2 ans, on a commencé à se poser un peu la question. Aujourd'hui, 90% de nos opérations, c'est du recyclage urbain déjà. Donc on a quasiment arrêté de travailler des opérations d'aménagement sur du foncier ouvert, sur du foncier agricole, sur du foncier non urbanisé. On ne travaille quasiment que sur des fonciers déjà urbanisés, à quelques rares exceptions. Mais précisément, la question qu'on s'est posée, c'est si on va dans cette direction, et c'est souhaitable, Céline le rappelait, c'est indispensable de préserver les fonciers naturels, agricoles, etc. Alors comment on fait par rapport à notre histoire passée, à ce qu'on a fait précédemment et finalement aux habitudes, au rythme de consommation foncière qu'on a pu avoir. En se focalisant un peu sur les fonciers à vocation économique, je vais essayer de donner quelques chiffres. Et puis, ces chiffres, ils sont à l'appui de ce que vous voyez ici sur la slide. C'est une enquête qu'on a réalisée auprès de 700 maires en Île-de-France et en France en début d'année. Et on s'est focalisé sur les fonciers à vocation économique parce que les outils et les réflexions qu'on a aujourd'hui sont un peu sur ces fonciers-là. Ce sont souvent les fonciers qui sont les plus consommateurs parce qu'on a beaucoup travaillé à l'horizontale sur les fonciers à vocation économique. Donc on a posé la question aux maires. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que vous êtes inquiet, oui ou non, sur la rareté foncière économique? Est-ce que vous avez le sentiment d'être outillé pour faire face à ça? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est simple de traiter ce problème? Et vous voyez les résultats. Hein. Un maire sur 2, globalement, dit je commence vraiment à m'inquiéter de la raréfaction du foncier. 2, ça me semble quand même pas très très simple. Et en bas à droite, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Est-ce que c'est simple, ces enjeux de transformation du foncier? Est-ce que c'est facile à traiter? Non, pas trop. Hein. A priori, 85-90%. Donc, en fait, les élus sont très démunis par rapport à ça. Ils sont très démunis parce qu'ils voient, ils perçoivent le fait que, globalement, le foncier va se raréfier, le foncier à vocation économique. Ils perçoivent bien qu'en même temps, on parle de réindustrialisation, qu'il y a quand même un certain nombre d'injonctions contradictoires auxquelles ils sont confrontés, et nous, par voie de conséquence, aménageurs, nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'il faut faire du logement, il faut faire de l'activité économique, il faut accompagner les entreprises, il faut réindustrialiser, il faut pousser des filières qui sont des filières clés, il faut décarboner l'économie, etc. Et à la question qui consiste à dire comment je fais avec moins de foncier disponible dans les années qui viennent, ils ont un peu de mal à trouver une réponse adaptée. C'est là-dessus qu'on essaie de travailler aussi. Alors, peut-être pour donner quelques chiffres, du coup, globalement, et ça c'est des chiffres qu'on a travaillé avec l'Institut Paris Région, des chiffres intéressants rapidement en Île-de-France, sur ces 20 ou 30 dernières années. On a consommé à peu près en Île-de-France. C'est intéressant cette carte-là, non? C'est celle-là qui montre en fait l'évolution du foncier disponible, non? Ah oui, alors celle-là elle n'est pas facile. Ouais. En fait, de 1940, vous le voyez pas. Oui, ça vient à l'appui de ce que je dis. Mais oui. Globalement, vous avez ici, sur celle-ci... La première, c'est 1949. C'est 1949, c'est les zones d'activité économique en Île-de-France en 1949. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais globalement, sur celle du milieu, c'est 1982. 12. Donc vous voyez qu'en fait, le foncier à vocation économique, il était massivement première couronne en fait en 1949. Et vous voyez qu'en fait, il y a une grosse tâche au nord-est de Paris, qui est la Seine-Saint-Denis, qui était en réalité un département complètement industriel. Puis c'est très première couronne, proximité. En 1982, l'état de situation, c'est qu'on a beaucoup plus de tâches, mais qu'elles sont beaucoup plus réparties un peu partout en Île-de-France. Et puis en 2017, on ajoute aux tâches jaunes des tâches oranges, alors qu'on ne distingue pas très très bien. Mais en gros, ça signifie simplement qu'on a démultiplié les zones d'activité économique, les grands fonciers d'activité économique un peu partout en Île-de-France, à un rythme qui est un rythme extrêmement important. Aujourd'hui, on considère qu'on a globalement 32 000 hectares de zones d'activité économique en Île-de-France, auxquels il faut ajouter quelques grands fonciers historiquement industriels, qui, eux, ne sont pas considérés comme étant dans des zones d'activité économique en tant que telles, mais qui s'additionnent. Donc 32 000 hectares, pour donner un ordre de grandeur, si on est sur un COS de 0,4 ou 0,5, ça veut dire que ça fait environ 150 millions de mètres carrés de SDP. Et c'est marrant parce que on fait souvent la comparaison avec quelque chose qu'on manipule beaucoup depuis 20 ans, qui est le parc de bureaux en Île-de-France. Le parc de bureaux en Île-de-France, c'est 55 millions de mètres carrés. Bon, ça c'est de l'activité économique, mais en fait, la tertiarisation en Île-de-France, ça fait maintenant
quasiment une dizaine d'années qu'on est arrivé à un pic de tertiarisation. Ce qui est une des explications qu'on oublie toujours un peu de citer quand on dit que le bureau va mal aujourd'hui, c'est qu'en fait l'économie a arrêté de se tertiariser à peu près en 2015-2017 en Île-de-France. Et puis s'ajoute à ça évidemment toutes les conséquences qu'on connaît. Mais on a aussi dans les zones d'activité économique 150 millions de mètres carrés de SDP, d'immobilier productif, d'activité, etc. Et si on revient sur le foncier, depuis 30 ans, globalement, on a consommé en net en Île-de-France plus de 250 hectares de foncier économique nouveau par an. Plus de 250 hectares. Ça, c'est le rythme annuel. Alors ce rythme, évidemment, il a diminué. Je prends la moyenne, mais il a un peu diminué quand même ces dernières années parce qu'on avait déjà un SDRIF qui était un SDRIF contraignant. L'Île-de-France, c'est une des régions qui a le plus ralenti son rythme, je parle sous le contrôle aussi, d'artificialisation depuis maintenant une dizaine d'années. Donc on a déjà fait beaucoup d'efforts. Donc le rythme s'est ajusté, mais on est sur ces volumes-là. Et si on regarde ce qu'on peut produire demain, rapidement, 2 chiffres. Le premier, c'est un travail qu'on a fait avec la Banque des Territoires, avec l'IPR, avec Choose Paris Region, pour identifier les fonciers clés en main, ceux dont on dispose véritablement aujourd'hui, ou globalement dans les 5 ans qui viennent, pour accueillir des entreprises nouvelles. Et on s'aperçoit que sous 4 à 5 ans, on dispose grosso modo d'environ 1500 hectares aménagés ou en passe d'être aménagés et pouvant être mis à disposition d'entreprises nouvelles sur des nouveaux fonciers. Et si on ajoute à ça ce qui est prévu dans le SDRIF, qui sera prochainement actif, en autorisation d'urbanisation nouvelle pour des fonciers économiques, parce qu'on en a encore un peu, c'est 800 hectares. Donc 1500 plus 800, c'est 2300. Globalement, ça veut dire qu'on a 10 ans de stock. Ok. Donc, partant de ce constat, il y a un an et demi, vous vous dites on va trouver des solutions. C'est un peu nécessaire parce qu'en fait, ça pose 2 sujets clés. Le premier sujet, c'est si globalement on a de moins en moins de fonciers à vocation économique, et les chiffres montrent qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une raréfaction. Il n'y a pas de raison que dans les années qui viennent, on n'ait pas une disparition de ces fonciers nouveaux qu'on a eu l'habitude d'aller chercher sur les zones agricoles notamment. Ça veut dire que en quelque sorte, si on a une pure logique de raisonnement marché, il faut continuer à les vendre. Ce qui est rare étant cher, il n'y a pas de raison que les prix n'augmentent pas. Mais est-ce qu'il faut continuer à les vendre? Et ça, c'est la deuxième chose. C'est du coup, est-ce qu'il faut continuer à les vendre si on a une optique qui est une optique de développement économique en se disant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on continue à pouvoir implanter des entreprises, c'est de continuer à pouvoir développer de l'emploi. Mais si demain, les fonciers à vocation économique sont 2 fois plus chers qu'aujourd'hui, on aura à coup sûr un effet d'éviction parce que les boîtes ne pourront pas plus se payer un foncier 2 fois plus cher. Donc, une partie de la réflexion a consisté à dire, il faut aller retravailler sur les fonciers existants, ces fameux 32 000 hectares, mais il faut aussi, pour les fonciers qui nous restent à commercialiser, réfléchir différemment et peut-être ne pas les vendre et les garder en propriété. Et vous vous dites agir, mais de manière publique, en fait. On reste dans un... En se disant qu'on a certainement un changement de paradigme à mettre en œuvre, qui est qu'il ne s'agit pas d'empêcher l'activité économique et l'activité d'entreprendre. Au contraire, il faut l'accompagner de manière très forte. Mais en revanche, il faut réussir à neutraliser le prix du foncier et il faut réussir à neutraliser, à arrêter la spéculation foncière. Et quand on dit finalement, on pratique la dissociation foncier bâti, parce que c'est de ça dont on parle, voilà. On dit, on arrête la spéculation foncière et le foncier stratégique, ces fonciers stratégiques restent une sorte de bien commun piloté par des acteurs publics. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, et j'ai bien aimé cette expression, on ne peut plus vendre aujourd'hui les bijoux de famille. Oui, c'est un peu. Nous, on pense que. Mais c'est marrant parce que là, on est en train de parler de ça sur le foncier, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comme depuis quelque temps, la notion de bien commun revient en fait. C'est une terminologie qu'on réutilise beaucoup parce que quand on est dans une logique de rareté, et d'ailleurs cette notion de bien commun, cette notion de commun, elle existait en fait il y a 200, 300 ans historiquement. On l'a perdue. Pour des raisons effectivement de développement de la propriété et c'est l'histoire depuis la Révolution. Mais il nous semble que pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs d'intérêt général, de développement de l'emploi, de développement économique, etc., il faut qu'on retrouve cette logique de bien commun, cette logique de pilotage du foncier, d'une partie du foncier, dans une logique d'intérêt général.
Donc Benjamin, dans ce contexte de tension du foncier, doublé d'un contexte économique compliqué, vous développez un modèle innovant que vous appelez le bail à construction, c'est ça? Expliquez-nous. Ouais, alors rapidement, c'est plutôt Fabien qui a proposé, en fait, et le Grand Paris Aménagement qui ont proposé ce modèle en fait, de dissociation foncier-bâti en mettant à disposition des grandes emprises foncières via des baux à construction. Donc ce qu'on appelle les baux à construction, c'est-à-dire que en fait, un investisseur, un promoteur peut y développer son projet immobilier, mais il ne devient pas propriétaire du bâti et il verse une redevance, donc pour le coup à la foncière qu'on essaye de monter, qui va s'appeler Terra Eco, pour pouvoir justement occuper ce foncier pendant des durées très longues. On est au-delà de 60 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est le modèle. Alors, le modèle en soi de bail à construction, il n'est pas innovant, mais c'est l'utilisation de ce dispositif de bail à construction dans une foncière dédiée vraiment à du portage foncier long terme qui l'est, et encore plus pour nous. Comme vous le disiez, la rareté du foncier, la pression foncière, qui va être amplifiée avec le ZAN, nous oblige, nous aussi, banquiers des territoires, en tant qu'investisseurs, de pouvoir aller développer des modèles un peu innovants. Et il nous impose aussi d'être de plus en plus en amont présents sur les projets immobiliers, sur les projets d'aménagement, et donc d'intégrer la notion de portage foncier. Donc c'est en ça pour nous que c'est innovant. Donc ça fait à peu près 2 ans aujourd'hui qu'on a clairement travaillé avec Céline ces problématiques de sobriété foncière et qu'on s'est autorisé à expérimenter ces modèles de foncière en fait, de portage moyen-long terme. Dites-moi si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous allez acquérir du foncier et vous allez le louer sur de longues durées à des personnes, des entrepreneurs, des entreprises, enfin des promoteurs immobiliers. Oui. Sous certaines conditions. Voilà, donc avec un bail d'une certaine durée. Mais ça, en gros, le jour où, admettons, une entreprise, son activité s'arrête, et derrière, on a une SCI familiale avec plein de personnes embarquées, et qu'ils se disent on va attendre des jours meilleurs pour vendre, parce qu'après tout, là, quand même, on a justement un bijou de famille. Là, ça sera terminé, ça. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est vraiment... j'ai hyper vulgarisé. Non, mais c'est très clair. Pourquoi on va sur ce type de modèle aujourd'hui? Pour nous, il présente un double avantage. Et donc, il y a effectivement, donc, comme le disait Fabien, un avantage économique pour l'investisseur qui va développer de l'activité économique, c'est de pouvoir lisser la charge foncière et pouvoir bien implanter de l'activité économique. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est bien une maîtrise foncière moyen-long terme qui permet d'une part d'anticiper pour l'aménageur les mutations, et donc par nature d'éviter la constitution de nouvelles friches, parce que c'est ça aussi qu'on veut éviter, et bien sûr de lutter contre la spéculation, parce que comme on l'a vu, le foncier devenant une ressource rare, un propriétaire peut essayer de le vendre au plus cher possible. Alors ça veut dire qu'on évite l'immobilisation d'un foncier à fond perdu comme ça, mais aussi c'est bénéfique pour l'environnement, parce que un site industriel qui se délabre sur un foncier dont on n'a pas du tout la propriété, c'est complètement... Ouais, ça c'est un point drame. C'est un point important. Et pour ajouter à ce qu'évoquait Benjamin, en fait, il y a un autre point qui est la maîtrise de la destination sur la durée. C'est-à-dire que on garde la propriété et à terme, l'objectif c'est bien de se dire qu'on doit pouvoir récupérer le foncier pour recycler le cas échéant, si on a besoin de recycler. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on ne sait pas faire sur les zones d'activité économique, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et beaucoup de maires sont confrontés à ça. Une zone d'activité économique de 150 hectares sur laquelle vous avez 50 propriétaires différents, avec des activités qui, pour certaines, se sont paupérisées, des immobiliers qui ne sont pas du tout tenus, des occupations qui sont des occupations à 10 ou 20% du foncier. Mais aujourd'hui, il est quasiment impossible d'aller remettre la main sur le foncier pour le réactiver, le recycler, le remettre en route. Pourquoi? Parce que simplement le foncier coûte cher, qu'il y a des coûts d'éviction, que politiquement c'est pas simple parce qu'il faut mettre dehors des chefs d'entreprise qui sont propriétaires. Et ça aujourd'hui c'est quasiment impossible. Donc si on ne veut pas se retrouver dans la même situation dans 40, 50, 60 ans avec les fonciers qui nous restent, il faut faire différemment. Et la maîtrise de la destination c'est clé parce que si on dit on fait des efforts pour accueillir tel ou tel type d'entreprise, je parlais de réindustrialisation tout à l'heure, c'est pas en quelque sorte pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, à la faveur de l'opportunité qui consisterait à dire pour un propriétaire immobilier et qu'on peut tout à fait comprendre. J'ai un opérateur qui arrive pour faire de la logistique ou toute autre typologie d'activité alors que le foncier avait été vendu initialement pour faire de l'activité industrielle. On comprend bien qu'évidemment c'est pas du tout la même chose. Donc le bail à construction, qui est un outil comme le disait Benjamin, c'est 1964 le bail à construction. En fait,
on fait pas de nouveauté, hein. On réutilise la boîte à outils existante. Ouais. Ça, c'est très très important. Pas ajouter de la complexité législative, réglementaire. On utilise l'existant. C'est bien ça. Ouais, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Et donc, c'est un outil pratiqué hein, par ADP, par AREPA. Sur beaucoup de territoires aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe. La maîtrise de la destination, c'est vraiment un point important pour se dire si on développe et si on met de l'argent public pour développer une zone d'activité économique, un parc d'activité, des fonciers qui deviennent rares et sur lesquels on investit, pour développer des filières industrielles, par exemple, il faut qu'on puisse conserver cette maîtrise de la destination. Ou si elle doit changer, le propriétaire de l'immobilier, puisque dans un bail à construction, le propriétaire de l'immobilier a des droits réels, il est vraiment propriétaire de l'immobilier. Si le propriétaire de l'immobilier veut changer son projet en cours de route, s'il veut repartir sur une nouvelle destination avec un nouveau projet immobilier, il revient voir le propriétaire du foncier et une nouvelle discussion s'engage. Et du coup, on peut aussi reconstruire quelque chose sur cette base-là. C'est pas du tout impossible. Mais au moins, on a un espace de dialogue et de discussion qui permet d'ajuster finalement les projets des uns et des autres. Benjamin, le projet d'accompagnement du Grand Paris Aménagement, et il est voué à grandir, hein, je crois. Il n'y a pas de doute. Oui, c'est l'objectif. Une image en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a engagé une première tranche d'investissement côté Banque des Territoires, bien sûr pour des fonciers qui sont déjà identifiés, hein, pour une période à peu près de 3 ans. Mais l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir après faire grandir cette foncière et puis qu'elle puisse faire des petits sur le territoire francilien. Et même au-delà, parce que aussi pour la Banque des Territoires, si on se place à l'échelon national, moi j'espère et je souhaite que ce projet fasse des petits partout sur le territoire et qu'on puisse justement capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Ça voudra dire d'une part que le modèle fonctionne, parce que c'est vrai que c'est pas gagné d'avance, mais nous on y croit. Mais c'est pas gagné d'avance. Et puis, d'autre part, ça veut dire que oui, l'intuition de Grand Paris Aménagement a été la bonne, vraiment. Vous disiez à l'instant, Fabien, que les élus sont sensibilisés, sont mobilisés sur le sujet. C'est valable pour le Grand Paris? Alors, oui, c'est le cas. Mais ce qui est intéressant, parce que quand on a commencé à travailler le sujet et quand on est allé en discuter avec la Banque des Territoires, en fait, on a aussi regardé ce qui se passait ailleurs. En fait, c'est un peu toujours la même chose. On se dit on fait de l'innovation. L'innovation, c'est vrai que c'est le fait de créer une foncière qui fait du foncier. D'habitude, les foncières font de l'immobilier. Bon, là, c'est une foncière qui fait du foncier. Mais sinon, le bail à construction, ça se pratique sous des formes un peu différentes dans plein de pays en Europe, de longue date. Et ça se pratique sur d'autres territoires où d'autres élus avec lesquels on a discuté nous expliquent comment ils font sur leur territoire. Et notamment, il y a des exemples très intéressants en Haute-Savoie, en Savoie, Annecy, Chambéry. C'est pas un hasard parce que c'est la frontière avec la Suisse qui pratique ça depuis très longtemps. Et c'est pas un hasard non plus parce que ce sont des territoires qui ont connu la raréfaction foncière avant nous. En fait, donc ils ont vécu ce que l'on vit et ce que l'on va vivre. Et ils se sont dit, ok, il faut faire quelque chose. Et donc ils ont remis en place le bail à construction avec un truc qui est un peu technique, mais que l'on trouve un peu exagéré quand même, c'est que, en gros, Benjamin le disait, l'intérêt du bail à construction, c'est de dire vous ne payez pas le foncier, vous allez payer des loyers. Donc en fait, vous ne sortez pas, vous n'avez pas à mobiliser du levier bancaire ou du CAPEX au départ, ou alors si vous le faites uniquement pour la partie immobilière, mais vous économisez finalement le coût massif de l'investissement foncier au départ, et vous allez simplement payer des loyers. À Chambéry ou à Annecy, en fait, ils capitalisent tous les loyers au départ. Donc, en gros, c'est la double peine pour les entreprises. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Et les élus en Ile-de-France, aujourd'hui, ils commencent à s'interroger largement là-dessus. Et quand on va discuter un peu avec eux, ils se disent, oui, effectivement, du foncier, j'en ai plus beaucoup. Il faut peut-être que je réfléchisse à la manière selon laquelle je le donne, finalement, à l'activité économique demain. Est-ce qu'il ne va pas falloir éduquer les promoteurs immobiliers et autres investisseurs d'ailleurs? Parce que ça paraît magnifique comme ça quand on le raconte aujourd'hui ici, mais comment vont-ils le prendre? Bon alors, je voudrais que tout le monde dans la salle prenne le terme éducation au sens anglais du terme. C'est pas au sens français. mais oui, c'est bien sûr, on fait face à ce sujet-là aujourd'hui parce que, et on peut le comprendre, mettons-nous à la place finalement des promoteurs ou des chefs d'entreprise qui
parce qu'on a aussi affaire, on n'a pas affaire qu'à des promoteurs ou à des investisseurs, on a aussi parfois affaire à des industriels, à des chefs d'entreprise qui ont acheté du foncier ou qui ont eu le réflexe ou qui ont été habitués à pratiquer ça. On vient leur expliquer aujourd'hui qu'ils ne détiennent plus le foncier en pleine propriété et que, quels que soient ces acteurs dans la chaîne, en fait, ce qu'on est en train de dire sur le bail à construction ou de faire sur le bail à construction, c'est acter un changement de paradigme que tout le monde est en train d'observer. C'est-à-dire que on ne peut plus raisonnablement aujourd'hui se dire qu'on calcule un TRI avec une composante de valorisation à la fin qui est très importante. Enfin, aujourd'hui, à un moment où, et on le voit pour le logement, l'activité économique, pour tout ce qu'on fabrique, en fait, la composante foncière est chère. La fabrication de tout ce qu'on a à faire en immobilier, c'est cher. Donc, calculer un TRI en se disant, j'intègre là-dedans, finalement, la valorisation in fine de mon foncier ou de mon bien immobilier, aujourd'hui, on considère que c'est plus possible. Donc, il faut que chaque opérateur fasse son métier, qu'un promoteur fasse son métier en créant un objet immobilier qui va créer de la valeur et qu'il va revendre à un investisseur, qu'un investisseur fasse son métier également d'asset manager en disant qu'il crée de la valeur avec son occupation, ses loyers rentrés, ses cash flows, son travail finalement avec les entreprises locataires, c'est beau. Et nous, on n'est pas du tout dogmatique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec Benjamin, avec les équipes de la Banque des Territoires en se disant, OK, on va travailler sur des durées qui sont des durées longues. Parce qu'il faut que les opérateurs immobiliers trouvent leur rendement. Il faut travailler plusieurs cycles, on est sur de l'acti notamment. Cycle d'acti, c'est de l'amortissement à 20 ans de bâtiment. Il faut avoir plusieurs cycles d'amortissement, c'est normal. Donc on n'est pas du tout contre le fait que les opérateurs gagnent bien leur vie. Par contre, c'est sûr que c'est un modèle qui est différent parce qu'il n'y a plus la pleine propriété du foncier. Ça, c'est certain. Alors, le bail à construction, c'est un produit unique ou c'est un format unique où d'autres banques peuvent proposer cela? Ou est-ce que c'est un projet unique Banque des Territoires? Alors sur le bail à construction, je pense que les propriétaires fonciers peuvent proposer ça. Après, j'ai pas bien compris honnêtement la question. C'est-à-dire que vous voulez parler des seules modalités d'intervention pour la sobriété Oui, foncière ce modèle de bail à construction, est-ce qu'il existe? Il existait déjà, c'est ce que vous disiez depuis les années 60, mais il n'était pas mis en œuvre. Il existe et il est mis en place. Je disais tout à l'heure que sous des formats un peu différents, ADP, Aropal l'ont déjà. Il existe depuis très longtemps. À Lyon, les hospices civils de Lyon, par exemple, font, ce n'est pas exactement du bail à construction, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche. Enfin, la dissociation foncier-bâti, c'est quelque chose qui existe. Dernièrement, il y a un projet qui est un projet développé avec la PHP sur l'île de la Cité sur Paris, qui est un projet très important de restructuration immobilière. C'est un bail à construction de 80 ans. Donc, c'est un outil qui existe. Par contre, c'est ce que je disais Benjamin tout à l'heure, en fait, la foncière qu'on crée, ça pour le coup, à notre connaissance, c'est un outil qui n'existe pas jusqu'à maintenant. Voilà. Le fait d'avoir un outil de détention du foncier, et quelque part, au travers de ça, ce qu'on veut, c'est développer de l'expertise, développer du savoir-faire et pouvoir accompagner à la fois les collectivités et les opérateurs économiques qui viendront traiter avec nous, en leur disant, vous avez un outil qui est un outil avec un pipeline d'activité, avec un track record, avec des habitués liés à ça. On travaille avec des notaires qui sont très habitués sur le bail à construction. Donc, c'est en quelque sorte avoir un outil spécifique, dédié, spécialisé à ça pour qu'on puisse le faire dans les meilleures conditions, quoi. Céline, on ne vous a pas donné beaucoup la parole, mais vous allez conclure. Ça, c'est un honneur. Alors, vous faites beaucoup de choses pour la sobriété foncière, mais encore. Parce que là, on a beaucoup parlé de ce bail à construction, mais il y a beaucoup d'autres démarches qui sont initiées à la Banque des Territoires. Oui, en effet. En fait, pour répondre à ces enjeux-là, ça a été dit, donc je vais reprendre un peu les propos de Benjamin et Fabien, mais ce qui a été dit, c'est qu'il faut accompagner en fait, les porteurs de projets dans ces nouvelles démarches, parce qu'il y a un changement de paradigme. En gros, on ne l'a pas encore dit, mais dans les esprits, dans le mode d'appréhender l'aménagement et des différents métiers, la chaîne des métiers de l'aménagement, on envisageait le foncier, donc le sol, comme un actif qui circulait avec le bien construit.
Donc c'était une variable d'ajustement. C'était pas une ressource rare dont il fallait intégrer le paradigme dans l'équation de son opération immobilière. L'idée c'était, j'ai un projet, si le foncier me coûte pas trop cher et que dans mon équation ça tourne, je prends celui-là ou j'irai en prendre un autre ailleurs, enfin en fonction de sa localisation évidemment. Mais l'idée c'était que l'actif foncier circulait avec le reste. Dès lors qu'on considère que le foncier est une ressource rare, on va contingenter les sols français. Il y aura les sols artificialisés qui seront le terrain de jeu les futurs terrains de jeu des aménageurs et les sols naturels qu'il faudra protéger. Alors, je vous épargne le modulo, quelques ajustements, mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc ça veut bien dire que ce sol artificialisé qui sera notre terrain de jeu, c'est une ressource rare. Il y a des sols qui sont jugés comme stratégiques, que ce soit par les acteurs privés comme les acteurs publics, et qu'il va falloir garder en pleine propriété. Fabien en a parlé. Et donc, comment on construit en fait cette stratégie qui permet d'identifier ce sol stratégique, celui qu'il faudra détenir, sous quelle forme et comment le faire? Ça, il y a un besoin d'accompagnement. Donc, on a travaillé, nous, on a fait évoluer notre posture aussi, parce que changement de paradigme aussi pour la Banque des Territoires. Hein. On était investisseur de l'immobilier, pas forcément investisseur du foncier. Donc c'est aussi une nouvelle règle du jeu pour nous. Hein. Donc on travaille à évoluer sur les doctrines. C'est Benjamin qui suit les plâtres sur pas mal de sujets. Et puis d'autres collègues. Mais l'idée, c'est d'accompagner par un plan. On a notre plan stratégique qui va se dérouler sur 4 ans où on cible différents enjeux. Et l'enjeu de la sobriété est un des enjeux phares et dans lequel en fait, on a conçu ce plan où on va mobiliser d'abord des crédits d'ingénierie. Ce que ça veut dire, en fait, c'est des subventions qui nous permettent de cofinancer des études qui pourraient accompagner les réflexions des acteurs dans les territoires sur justement les constructions de ces stratégies. Quel foncier je vais devoir détenir d'un point de vue stratégique, garder à long terme, lesquels je vais laisser dans le marché, parce qu'évidemment, on ne va pas nationaliser tout le sol français, personne n'en a les moyens, et ce n'est pas du tout l'intérêt et l'objectif, mais il y a quand même certains fonciers qui sont stratégiques. On n'a pas parlé tout à l'heure, on s'est dit, on a parlé de bijoux de famille, je pense qu'on peut parler de questions de souveraineté aussi, c'est-à-dire que ces sols, il faudrait peut-être mieux que certains restent propriété française, voire des acteurs publics français. Et donc, accompagnement pour la construction de ces stratégies et puis évolution de nos outils d'intervention. On est une banque, donc nos outils de financement en prêt et en investissement pour pouvoir servir justement ce besoin de détenir à long terme du foncier. Donc l'investissement dans des structures de portage foncier à long terme, on l'a illustré aujourd'hui avec cet exemple. On a fait évoluer aussi nos outils de prêt. Il y a le prêt Gaïa, donc c'est annoncé assez largement aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus, mais on a fait évoluer notre prêt Gaïa pour pouvoir acheter justement, accompagner cet achat du foncier sur des maturités très longues, faire des prêts extrêmement longs qui permettent de lisser aussi la charge ou d'accompagner le recyclage de ce foncier. Et le dernier sujet, c'est qu'on peut aussi, on essaye d'aider les acteurs, alors principalement publics sur ce volet-là, sur la montée en compétences, ce besoin de monter en compétences pour répondre à ces enjeux. La loi climat et résilience sur le ZAN, elle a imposé un cadre réglementaire avec l'obligation d'adapter les documents d'urbanisme qui régentent l'aménagement, les SRADET à l'échelle régionale dès cette année, en 2027 les SCOT, plutôt donc à une maille intercommunale bassin de vie, puis les PLU en 2028. Aujourd'hui, on change totalement les pratiques. Tous les acteurs publics, les collectivités locales ne sont pas équipés en ingénierie pour se saisir de ces enjeux, les intégrer dans leur réflexion stratégique. S'ils ont besoin d'être formés, on peut aussi cofinancer les actions de formation. Il n'y aura peut-être pas assez de bureaux d'études pour répondre à l'ensemble des besoins tout de suite. Donc voilà grosso modo le plan et ce changement aussi de paradigme pour nous. Merci beaucoup. Il nous reste un quart d'heure pour prendre des questions. Ce sera un petit temps additionnel. Je sais que vous bossez déjà à la désartificialisation. Benjamin ? Oui, hein, j'ai répété beaucoup dans ma salle de bain ce matin. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs ? Alors, Benjamin, vous travaillez déjà beaucoup à la... Oui. Hein, on va lancer les questions comme ça. On va lancer les questions comme ça. Non, oui. Parce que c'est vrai que cette problématique sobriété foncière, il y a effectivement les problématiques de portage, mais nous, on a commencé aussi beaucoup, à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, à travailler sur le recyclage de friches. Alors, on fait des projets de recyclage de friches en propre, et quand on dit désartificialisation, c'est déjà, on intervient donc sur des fonciers qui sont déjà artificialisés, donc on n'en artificialise pas de nouveau. Et souvent, sur ces projets-là, on prévoit toujours une partie de renaturation, donc ce qui permet
de remettre aussi de la pleine terre sur des projets qui étaient complètement artificialisés, que lorsqu'on recrée un quartier par exemple. Et c'est un travail qu'on mène depuis maintenant depuis 2010. Donc ça commence à dater puisqu'on accompagne deux fonds d'investissement spécialistes dans le recyclage de friches et dans la dépollution, qui sont Jinko et Brownfield. Et c'est des fonds aujourd'hui qui sont des fonds à impact avec des indicateurs de suivi en fait justement extra-financiers. Et je prendrai un exemple. Donc c'est Jinko. Donc il y a 3 fonds successifs. Si on prend le Jinko 2 aujourd'hui, on sait qu'on a permis une réduction d'artificialisation de 130 hectares. Jinko 3 qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, a un objectif de réduction de l'artificialisation de 250 hectares. Donc ça représente 350 terrains de foot à peu près, quoi, pour avoir une idée. Et on s'est aussi doté d'indicateurs de biotope, parce que la sobriété foncière, c'est le maintien de la biodiversité. Et quand on dit biotope, c'est un coefficient de biotope, en fait. C'est un indicateur qui permet de mesurer en fait, le renouveau de la biodiversité sur un terrain. Et donc, par exemple, on essaye d'améliorer sur chaque foncier, dans le Jinko 3, de 20% la qualité de biodiversité sur ces fonciers-là. Voilà, rapidement. Merci beaucoup. Notre hôte est là pour vous passer le micro si vous en avez besoin. Ah, ils sont souvent dans le noir. Depuis ce matin, ils sont dans le noir, les messieurs, dames qui posent des questions. Il y avait une autre intervention sur la réindustrialisation. Ah, donc vous étiez partagé entre les deux. Je viens de faire la transition. Ah, justement. bravo. Allez-y. Oui, j'ai participé, j'ai répondu justement à l'appel d'offres sur Aéroliance pour un promoteur privé. À l'époque, on avait des durées de bail qui étaient assez courts, 25 ans. On devait développer des projets d'activité en étage. Excusez-moi. Donc au Satur Béton, 25 ans au Satur Béton, ça répondait pas vraiment au concept de refaire le... Désartificialisation. Voilà, désartificialisation. Donc j'ai vu la proposition, maintenant c'est plus 50, 70 ans. Je trouve que déjà c'est beaucoup mieux. Et est-ce que ça serait ouvert aussi à des parcs d'activités avec plusieurs utilisateurs qu'on peut faire tourner sur les projets, ou uniquement à des entreprises qui veulent développer le projet? Peut-être que j'étais pas... Leur propre activité. Voilà, exactement. Oui, il n'était pas avec nous, le monsieur. Là. Il était sur la table ronde à cause. Ouais. Non, mais juste, l'AMI en question, c'est 2022. Donc c'est quasiment une autre époque, quoi. Exactement. On n'avait pas du tout structuré nos réflexions. C'était un peu, on a lancé une sorte de bouée, de premier test, mais effectivement, on n'avait pas structuré les choses. Les 50-70 ans, c'est indicatif. Ça varie beaucoup selon la nature des projets. En fait, plus un projet est complexe, plus, par exemple, sur Aéroliance, le projet est étagé, plus il nous permet d'arriver à un cost de 1. Plus il est créateur d'emplois au regard de sa typologie d'activité, et plus on va être sensible effectivement à sa complexité pour accompagner l'opérateur sur la durée. A contrario, on a des projets on a un projet pour le coup, on est sur un bail de 20 ans parce que c'est pas un projet très capitalistique. C'est un sujet qui est assez simple à développer, et c'est un opérateur en plus qui nous dit moi ça me va bien, je ne prends pas d'engagement supérieur à 20 ans, et puis on voit bien ce qu'on fait après, quoi. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande variabilité, et qu'effectivement le sujet dont vous parlez, c'est un sujet ancien. On a une doctrine qui est beaucoup plus établie et beaucoup plus précise maintenant. Et oui, on peut regarder tout type de projet. En fait, j'allais dire, le bail à construction, c'est un outil. Et il faut bien voir que c'est un outil à la main des élus. Et on peut l'utiliser d'une manière différente sur chaque territoire sur lequel on peut être amené à intervenir. Sur Aéroliance, sur Tremblay en France, on a clairement un objectif qui est un objectif partagé avec les élus, qui consiste à dire c'est un parc qui avait une vocation logistique au départ, et de plus en plus, on veut que cette vocation devienne industrielle, plus créatrice d'emplois. Les fonciers sur lesquels on travaille dans Terra Eco sur Aéroliance sont les fonciers de la partie centrale d'Aéroliance, la partie qui est la plus proche du Colisée, des transports en commun, la partie la plus urbaine. Donc on a une attention sur le développement d'emplois, sur l'intensité, qui est plus importante. Donc, mais on peut discuter avec des investisseurs, avec des promoteurs, avec des utilisateurs finaux. On a à peu près, dans les dossiers qu'on traite aujourd'hui, on a une représentation finalement de ce panel. Donc rien n'est impossible. C'est le projet qu'on va travailler qui va dicter le fait qu'on le rentre dans nos objectifs ou pas. Et voilà, donc le champ est plutôt ouvert. Très bien, merci beaucoup. Merci monsieur.
D'autres questions? Non? Ça veut dire qu'on a complété le sujet, comme on dit en Ça anglais. veut dire qu'on aurait rendu clair un truc compliqué? Oui, j'ai l'impression. Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames, vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne continuation vers le Merci. printemps des territoires. Merci de votre attention.